Les investisseurs de Novartis ont de quoi sourire. Le géant pharmaceutique suisse vient de publier des résultats sur le premier trimestre 2025 qui n'ont pas seulement battu les prévisions, ils les ont pulvérisées. Alors que le secteur fait face à des vents contraires, Novartis trace sa propre voie avec une confiance qui force l'admiration. Pour l'investisseur qui regarde au-delà des gros titres, trois éléments clés ressortent de cette publication et dessinent une trajectoire prometteuse pour le reste de l'année. Alors, premièrement, l'argent est le nerf de la guerre et Novartis en génère beaucoup. Le chiffre d'affaires a grimpé de 12% pour atteindre 13,23 milliards de dollars. Attention, je parle ici de la version ADR. Vous pouvez prendre la version suisse, il y aura peut-être une différence ici, mais voilà. Mais c'est le bénéfice par action qui retient vraiment l'attention avec une enveloppe spectaculaire de 40% à 1,83 dollars par action. Cette performance n'est pas le fruit du hasard. Elle est portée par un portefeuille de médicaments vedettes dont la puissance ne se dément pas. Premièrement, vous avez Entresto pour tout ce qui concerne maladies cardiovasculaires. Donc, toujours aussi solide avec des ventes en hausse de 20%. Ensuite, Kisqali, oncologie, sur la thématique de l'oncologie. Donc, une véritable explosion de 52% confirmant son statut d'incontournable. Et troisièmement, vous avez Kesimpta pour tout ce qui concerne ici la sclérose en place, une croissance éclatante de près de 41%. Ajoutez à cela une politique de rachat d'actions qui augmente mécaniquement la valeur pour les actionnaires, par action, de chaque bénéfice par action ici, et vous obtenez une machine à cash remarquable. Tant qu'elle s'échange également à des bénéfices, à des niveaux de multiples intéressants, bien sûr. Il faut toujours questionner la politique de rachat d'actions. Deuxième point, quand une entreprise relève ses prévisions annuelles, les investisseurs avisés prennent des notes. C'est exactement ce que Novartis vient de faire. La direction anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires dans la partie supérieure de la fourchette à un chiffre. Ça veut dire quoi? On s'attend à quelque chose qui ressemblerait à peu près entre 7 et 9% par là. Mais moins de 10%, on va le dire comme ça. Donc, partie supérieure de la fourchette à un chiffre et une progression à deux chiffres de son résultat opérationnel principal. Donc, on dit ici son cœur de métier même, avant toute acquisition potentielle. OK? Donc, le plus impressionnant ici, c'est cette confiance est affichée alors même que la direction intègre déjà les obstacles à venir. Les prévisions tiennent compte de l'arrivée attendue de versions génériques pour plusieurs de ces médicaments. Aux États-Unis, dès la mi-2025, en d'autres termes, Novartis nous dit, même en considérant les difficultés à venir, nous nous attendons à être plus performants que prévu. C'est un signe de force que les marchés adorent. Maintenant, troisième point. Les grands groupes pharmaceutiques savent que le succès d'aujourd'hui pas le succès, mais les succès d'aujourd'hui doivent financer les blockbusters de demain. Sur ce point, Novartis ne reste pas les bras croisés. La société est sur le point de mettre la main sur Regulus Thérapeutique pour 1,7 milliard de dollars, ajoutant à son portefeuille une molécule prometteuse contre les maladies rénales, déjà qualifiée de blockbuster potentiel. J'ai dit potentiel, ça ne veut pas dire que c'est déjà le cas. Donc, attention, on est encore dans la guesstimation. OK? Donc, cette acquisition est un mouvement stratégique classique et intelligent, à savoir utiliser la force financière actuelle pour s'assurer des relais de croissance futurs. C'est la preuve que la direction ne se contente pas de gérer le présent, mais qu'elle construit activement l'avenir de la compagnie. Qu'est-ce que vous devez retenir en tant qu'investisseur? Enfin, si vous êtes investisseur de la compagnie, ou bien si vous avez la compagnie dans le viseur. Novartis nous présente ici le portrait d'une entreprise en pleine maîtrise. La performance est là, tirée par des produits phares extrêmement rentables. La confiance est palpable, avec des objectifs rehaussés malgré les vents contraires anticipés. Et surtout, la stratégie pour l'avenir est claire et financée. Très important. Donc, pour l'investisseur à long terme, ces signaux sont particulièrement positifs. Il suggère que Novartis n'est pas seulement en train de naviguer habilement dans le contexte actuel, mais qu'elle met activement en place les pièces pour sa réussite future. Et donc maintenant, on passe à l'analyse quantitative de cette compagnie. Alors, comme toutes les pharmas, c'est jamais des business matures. Enfin, c'est pas que c'est un business mature, mais l'industrie est mature de manière générale. La croissance va vraiment provenir ici des médicaments que vous avez ici sur le marché. Et également le potentiel des pipelines. Ce que j'aime bien regarder, c'est la croissance du revenu. J'aime ça. Ensuite, je regarde la marge brute. Elle augmente. Ça veut dire quoi? On augmente les prix pricing power. D'accord?
Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que la marge brute va dans le même sens que la marge EBITDA? La marge EBITDA également s'envole. On a presque 10 points en supplément ici. Par rapport à ce point-ci, également, on a un plus 10. Donc, tout ce qu'on génère en termes de chiffre d'affaires supplémentaire parce qu'on augmente les prix, ça descend directement au niveau de la marge EBITDA. Mais attention, ce que j'aime souvent remarquer ici, c'est que c'est une entreprise, il faut toujours aller vérifier la partie R&D de la compagnie et comparer avec ce qui se fait dans la moyenne du secteur d'activité, tout en retenant que ce n'est pas parce qu'on investit massivement dans la recherche et le développement qu'on va forcément trouver quelque chose. Mais on va quand même identifier ici que nous avons une entreprise qui investit à peu près 9 milliards 500 en termes de dollars, disons 9 milliards par an pour la recherche et le développement. Ça n'a pas trop changé. En termes de pourcentage du chiffre d'affaires, vu qu'il est à peu près stable, ici on est toujours à peu près à un niveau assez correct. Donc, et grâce à ça, et juste en investissant ce montant-là, vous avez tendance ici à générer un chiffre d'affaires. On a tendance ici à avoir des médicaments sur le marché qui se comportent plutôt bien, ou bien des nouvelles formulations sur le marché. Il faut également mentionner une chose, c'est que c'est une entreprise, il y a plusieurs stratégies. Parce que j'entends souvent ce genre de commentaires-là. Quand on fait une analyse, quand on parle de Sanofi, beaucoup de gens disent « Ah ouais, mais sous-investie, elle ne fait pas de la recherche sur le développement, etc. Donc, ce n'est pas bon pour elle dans le futur. » Mais sa stratégie actuelle, ce sont des partenariats, ce qui fonctionne plutôt bien. Le Dupixent en est la preuve. Et donc, si ça a fonctionné une fois, ça pourrait fonctionner une deuxième fois. Donc, ce n'est pas la seule stratégie ici. Donc, elle peut se permettre juste de racheter d'autres entités ici, celles qui ont déjà trouvé quelque chose. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est une forme ici de recherche et développement. Donc, on va attendre que vous ayez un produit prometteur et on essaie de vous racheter ici par rapport au potentiel futur de ce médicament-là. En tout cas, c'est à vous d'apprécier cela. Comme se dit là, c'est toujours mieux de développer en interne, on va le dire comme ça. Mais c'est un choix qui fonctionne également. C'est à vous de prendre le risque, d'accord, d'évaluer les risques en conséquence. Si ça vous intéresse, allez-y. Si vous voulez investir dans ce type d'entreprise, allez-y. Mais vous savez que moi, je n'aime pas les pharma de manière générale, mais ce n'est pas pour autant que je ne lis pas les rapports financiers de ces compagnies-là, parce que j'en ai besoin pour faire mes notes d'analyse sectorielle. Et en parlant de notes d'analyse sectorielle, dans le club, en description de la vidéo, je vais partager, nous sommes au deuxième trimestre 2025, les résultats financiers vont sortir bientôt. Et donc, quelles sont mes attentes dans ce secteur de la santé, dépendamment des différentes industries dans le secteur de la santé? Donc, on parlera certainement des pharmaceutiques, on parlera des vendeurs d'instruments médicaux, d'accord? On parlera ici des vendeurs d'équipements, des fournitures ici, des fournisseurs de services, etc. On va parler de tout le monde. Quelles sont nos attentes? Quel secteur va avoir tendance, enfin, selon les attentes ici, lequel pourrait souffrir? Après, on fera la vérification. Je l'ai fait pendant le premier trimestre. Et donc, je vais mettre uniquement cette vidéo-là dans le club, ok? Elle va arriver au courant de la semaine. Je pense qu'avant ce samedi-ci. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo-ci, mais nous sommes à peu près le 9 du mois de juillet. Donc, si je regarde bien mon calendrier en date d'aujourd'hui, par rapport, parce que on va parler du secteur de l'énergie demain, donc le 10. Donc ici, selon mon calendrier, j'aurais publié cette vidéo-là dans le club exclusivement pour dimanche, avant dimanche, le 13 du mois de juillet. OK? Donc si ça vous intéresse, pour ceux qui veulent aller plus loin, au-delà des chiffres, et connaître à peu près quelles sont les tendances à venir, quelles sont les attentes ici pour le second trimestre, je vous dis, allez-y. D'accord? C'est en description de la vidéo. Maintenant, après avoir regardé ici, si on a souvent tendance à faire des acquisitions, vous voyez qu'on fait ça ne bouge pas énormément, hein. Les petites acquisitions qu'on fait, ça ne bouge pas énormément. Donc, pour moi, c'est une sorte de recherche et développement déguisée. Donc, on a tendance à payer pour cette recherche et développement-là. Enfin, on a tendance à racheter des business ici qui ont déjà trouvé quelque chose, peut-être qu'ils sont peut-être en phase 2, phase 3, ou bien on a tendance à financer d'autres entités, ou bien à faire des partenariats. Ça reste également une façon de trouver de nouvelles molécules, ok? Ou bien de mettre de financer la mise sur le marché de nouveaux médicaments potentiellement de potentiels blockbusters, on va le dire comme ça. Blockbusters, essentiellement ici des entités qui vont rapporter 1 milliard et plus. OK? Donc, ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow. Les deux parlent le même langage. On veut essentiellement des entreprises qui gagnent de l'argent. Quand on les met sur le même graphique ici, on voit que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. On aime ça. Tout simplement parce que je pense que la dépréciation et l'amortissement impactent beaucoup cette entreprise-ci. Mais c'est une charge non financière. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, le free cash flow représente la véritable rentabilité de ce business-ci. Vous pouvez prendre ici le free cash flow margin, histoire de voir à peu près quel est le niveau de marge sur les dernières années. Est-ce qu'on a une certaine stabilité?
Est-ce que ça va dans le même sens que la marge EBITDA? Marge brute, marge EBITDA, ça va dans le même sens, n'est-ce pas? Vous avez remarqué 10 points de pourcentage en supplément, en moyenne. D'accord? Ensuite, donc j'apprécie ce que je vois présentement. Le nombre d'actions diminue drastiquement et c'est une bonne chose. Surtout si l'entreprise a tendance à se négocier à un niveau de multiple intéressant. Pour ça, je sais que dans les pharma, je prendrais généralement 15 fois les bénéfices, qui est à peu près le minimum que je paierais pour une compagnie pharmaceutique mature. On a ici, et vous voyez que Novo Nordisk, par exemple, c'est 15 fois les bénéfices, alors qu'il y a une certaine croissance encore à venir. Bref, c'est le marché qui présente des opportunités, hein, en tout cas. Donc, vous avez ici à peu près en moyenne 15 fois les bénéfices. Donc, on sait qu'on va payer un PER de 15 pour cette compagnie-ci. La dette nette, parce que c'est la dette qui tue généralement une compagnie, vous voyez qu'elle est peut-être aux alentours de 1,1. Et quand on prend la dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose ici aux alentours des 24 milliards de dollars. C'est en dollars ici, j'ai pris l'ADR. Ok, vous pouvez prendre ça en francs suisses, etc. Ça sera à peu près le même raisonnement. Peut-être que la monnaie qui va changer. Ok, donc remarquez ici que la dette nette a augmenté. La dette nette peut avoir augmenté parce que le cash net diminue ou bien parce qu'on a pris de la dette en supplément. Donc, on peut aller vérifier ici. Là, on prend la dette totale et on observe quoi? La dette totale a diminué. Enfin, je pense que c'est le cash net qui a plutôt diminué. D'accord? Le cash net a diminué plus rapidement que la dette nette. C'est pour ça qu'on a cette évolution-là. Bref, le plus important ici, c'est de regarder est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer la dette avec la génération de cash flow actuellement et se poser la question de savoir est-ce que la génération de cash flow actuelle est durable. On peut voir ici qu'elle peut repayer cette dette nette-là en moins de 2 ans. Par rapport aux attentes ici, en termes de prévision, tous ces médicaments-là, c'est bien. Remarquez ici que l'entreprise attend à peu près 17 milliards ici de génération de free cash flow sur les années à venir. Donc, on aura une certaine stabilité pour les années à venir. OK? Peut-être dû au fait qu'il y ait des nouveaux médicaments génériques par rapport à aux médicaments de marque qui arrivent sur le domaine public ici. Rappelez-vous qu'il y a ce qu'on appelle un patent cliff. J'en ai déjà parlé précédemment ici. Donc, le fait qu'il y ait des médicaments, des blockbusters qui arrivent dans le domaine public ici, de telle sorte que des génériques soient disponibles sur le marché. Après, parfois, ça dépend. Hein. Il y a certains médicaments également qui sont difficilement copiables, notamment tout ce qui concerne ici tout ce qui est dans le domaine de la biotechnologie ici. Mais si c'est tout ce qui concerne ici les produits chimiques, enfin, médicaments, des molécules chimiques ici, c'est plus facile à copier. Bref, ça, c'est un autre débat de manière générale. Ce qui nous intéresse ici, c'est savoir est-ce que c'est une entreprise intéressante au prix actuel. Déjà, elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist et je l'ajoute ici. Ce n'est pas forcément parce que je vais l'acheter en date d'aujourd'hui, mais ça reste une machine à cash, littéralement. OK? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 242 millions de dollars une entreprise qui pourrait rapporter 17 milliards par an. Donc, je dirais même 243 milliards de dollars. Donc, soit un rendement sur coût de combien? 7%. J'arrondis à 7%. Le 7% en question, quand vous remarquez ici, c'est une entreprise qui a tendance à payer un dividende stable et croissant dans le temps de l'orgue ici de 2,12% à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, le plafond de verre est à 7%. C'est une entreprise qui a les moyens de continuer à augmenter son dividende. Fin du débat. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, elle a tendance ici à racheter également ses actions. C'est pour ça qu'on doit regarder le shareholder yield. Allez-y, regardez c'est quoi le shareholder yield. J'en ai déjà parlé ici. OK? Google it, les amis. C'est important. Soyez également curieux. OK? Donc, surtout si vous avez des stock pickers ici, il faut toujours se poser la question pourquoi, comment. OK? Et toujours aller vérifier soi-même les informations en question. Ne me croyez jamais sur parole. D'accord? J'ai lu, je peux faire des erreurs, je suis un humain. D'accord? Et donc, allez vous-même également faire la double vérification de ces informations-là. Comme ça, si la compagnie vous intéresse, vous serez plus en confiance. Donc, 15 fois les bénéfices, je vais sur FastGraph directement, je ne me casse pas la tête ici. Donc, c'est une entreprise ici, quand on regarde à peu près la performance attendue sur les mois à venir, c'est un business qui a généralement tendance à être assez stable ici en termes de prévision. C'est un business prévisible, on aime ça. 15 fois les bénéfices de 2027, je prends un tout petit peu de croissance, je ne me casse pas, ça fait à peu près 144 dollars l'action. Soit un prix intéressant de manière générale, SCH à 15 fois les bénéfices, même si elle reste à ce niveau-là, ça reste quelque chose d'assez correct ici. S'il n'y a vraiment pas d'opportunité sur le marché. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas du tout. Ça pourrait aller bien plus loin que ça si le marché s'emballe. Et ne me demandez pas quand est-ce que le marché va s'emballer. Je n'en sais strictement rien du tout. Le plus important pour moi, c'est de savoir est-ce que je surpaye aujourd'hui? Si la croissance s'arrête, est-ce que cette compagnie est capable de générer des flux de trésorerie stables et croissants? Pour le moment, selon les informations qu'on a, oui.
Et donc, pour ceux qui sont là pour le dividende, etc., elle va avoir tendance à l'augmenter. Considérez également le buyback. Donc, il faut regarder ici le share all yield de manière générale. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez quelque chose ici qui va dépasser le 7%. Peut-être plus encore demain. Donc, si on se base ici sur, voilà, peut-être vous aurez sensiblement bien plus que ça demain de manière générale. Donc, je mettrai ici en target price dans ma watchlist aux alentours de $144. Bon, est-ce que je dois enlever la dette nette ici, surtout qu'elle peut la repayer en un an? Je vais dire ça, on a presque $12 de dette nette ici, c'est rien ça, voilà. Mettez $144, ne nous cassons pas la tête. Si vous voulez ajuster en conséquence, allez-y. Pour ceux qui veulent le faire également avec la partie, le franc suisse ici, c'est toujours le même raisonnement. Prenez le bénéfice net par action, multipliez-le par 15, enlevez la dette nette ou bien laissez la dette nette et vous allez trouver à peu près quelque chose d'intéressant. Et si vous n'arrivez, si c'est trop compliqué pour vous, renversez l'équation, prenez le bénéfice net, le bénéfice moyen ici attendu et divisez-le par la capitalisation boursière actuelle et vous aurez à peu près le rendement. Posez-vous maintenant la question de savoir est-ce que ce rendement est satisfaisant pour vous? Point barre. Moi, je pense qu'il est déjà assez intéressant en date d'aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que le marché peut nous proposer plus que ça? Peut-être. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, vous aurez les attentes ici pour le second trimestre. Quelles sont nos attentes pour le second trimestre ici par rapport aux compagnies dans le secteur de la santé de manière générale dans le club. Donc, la vidéo arrivera ici avant ce dimanche 13 du mois de juillet 2025. Sinon, pour le reste, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.